Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique la technologie en entreprise, en Suisse romande et ailleurs. Dans le podcast, on parle de protection des données, de cybersécurité, parfois de réglementation, on parlera aussi de digital workplace et bien d'autres sujets. Si tu veux arrêter de faire semblant de comprendre les conversations autour de toi, si tu es indécis dans tes choix et tu souhaites plus d'infos ou si tu es simplement curieux d'apprendre et de découvrir des nouvelles technos, c'est le podcast qu'il te faut. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle dans les sauvegardes. Pour une fois, pas dans la sécurité, mais dans le traitement des données post-backup. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Johan Leclerc, de la société Cohesity. Johan, je te laisse te présenter en quelques secondes. Bonjour à tous, bonjour Julien, merci de l'accueil. Donc je suis Johan Leclerc, je suis en charge du territoire suisse romande pour la société Cohesity, ex-Veritas, Cohesity Veritas, et je fais ce job depuis 5 ans maintenant, donc protection des données, cyber sécurité. Merci Johan. Sans plus attendre, on écoute Iris et Alfred, nos experts podcast, qui vont décortiquer le sujet pour nous. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez intéressante, je trouve. Comment transformer les données de sauvegarde d'une entreprise? Vous savez, ces énormes volumes de données qu'on voit souvent comme une assurance un peu passive, en une source d'intelligence active et même conversationnelle. Imaginez poser une question simple et avoir une réponse basée sur des années d'archives. C'est un peu la promesse de technologies comme Cohesity, Gaia, dont on explore le guide technique aujourd'hui. Fini de passer des jours à chercher une info précise. Et la clé de tout ça, ça semble être une approche qui s'appelle RAG, génération augmentée par récupération. Exactement. Le défi historique, on le connaît bien, hein, c'est les données partout, en silo, la qualité qui varie, tout le travail manuel pour nettoyer, consolider, c'est fastidieux. L'IA, bon, elle apporte une nouvelle approche, mais elle reste super dépendante de la qualité des données qu'on lui donne. C'est toujours le fameux garbage in, garbage out. Oui, si on met n'importe quoi en entrée... Voilà, on obtient n'importe quoi en sortie. Ça ne change pas. Alors, cette RAG, justement, c'est quoi exactement? Comment ça fonctionne pour éviter ce garbage out? La RAG, en fait, c'est assez malin. Ça combine deux choses. D'un côté, la capacité à aller récupérer l'info pertinente dans une source fiable. Ici, ce serait les données de l'entreprise. Et de l'autre côté, la capacité générative des grands modèles de langage, les LLM, pour créer du texte, une réponse cohérente. Concrètement, la RAG trouve les bons documents, les infos pertinentes, et ensuite elle dit au LLM « Ok, base ta réponse uniquement là-dessus ». Ah, d'accord. Du coup, la réponse est plus fiable, plus à jour, elle s'ancre dans le réel de l'entreprise. Et ça évite souvent les hallucinations de l'IA. Les fameuses hallucinations, hein. Oui, je vois, c'est plus ciblé. Et c'est souvent plus économique que de devoir réentraîner un modèle géant en permanence. D'accord. Et donc, Cohesity Gaia applique cette technique RAG spécifiquement aux sauvegardes. Pourquoi les sauvegardes? C'est pas le plus évident comme choix, non? C'est vrai que ça peut surprendre au début. L'idée derrière, c'est que si les sauvegardes sont bien gérées, bien unifiées, de bonne qualité, ce que permet justement une plateforme comme Cohesity Data Protect, elle constitue une ressource énorme et souvent sous-utilisée. Une mine d'or, quoi. Une mine d'or dormante. Voilà. Et Gaia, son but, c'est d'indexer ses sauvegardes. Il commence avec M365 ou OneDrive pour qu'on puisse les interroger en langage naturel. Le gros plus, c'est qu'on peut chercher l'info sans impacter les systèmes en production. C'est plus sûr. D'accord, ça c'est clé. Et la sécurité est renforcée aussi par les contrôles d'accès, le RBAC. L'IA ne voit que ce que l'utilisateur a le droit de voir, évidemment. Intéressant comme approche. Transformer ce qui est souvent vu comme un coût, la sauvegarde, en un véritable actif, malin. Mais techniquement, indexer tout ça, le vectoriser, comme ils disent, ça doit pas être simple, hein. Et ça sert à quoi concrètement? Non, c'est pas trivial, c'est sûr. Le système indexe, puis il vectorise. En gros, il transforme les données en chiffres qui capturent le sens pour pouvoir chercher par signification, pas juste par mots-clés. Et après, un LLM, il mentionne Azure OpenAI pour commencer, génère la réponse, toujours en se basant sur les infos trouvées dans les sauvegardes. Pour les usages, obtenir vite une synthèse sur un projet passé, par exemple. Faciliter le transfert de connaissances quand quelqu'un part ou arrive. Ah oui, ça c'est utile. Accélérer les recherches pour la conformité ou l'e-discovery pour les affaires juridiques. C'est assez large, et l'architecture est pensée pour être scalable et sécurisée, avec des composants distincts pour la gestion, les données, l'intégration. Et cette question de sécurité, de gouvernance,
Ils insistent pas mal là-dessus dans le guide, l'IA responsable. Ah oui, c'est absolument crucial. Ils mettent en avant la transparence, vous voyez, on peut voir d'où vient l'info qui a servi à générer la réponse. Et le contrôle d'accès fin, via le RBAC, est central. L'idée, c'est que cet accès facilité à l'info reste complètement maîtrisé et sécurisé. D'accord. Donc, pour résumer un peu, l'approche Cohesity Gaia avec la RAG, c'est une tentative pour déverrouiller la valeur qui est cachée dans les sauvegardes. On passerait de données un peu mortes, passives, à une ressource vivante qu'on peut interroger pour avoir des analyses plus vite, mieux gérer le savoir interne. Tout avec des garde-fous côté sécurité. C'est tout à fait ça. C'est une surcouche qui s'intègre à leur plateforme de protection de données existante. Pour le coup, c'est basé sur le nombre de requêtes et le volume de l'index stocké. Et au début, ça vise des données Microsoft 365 et OneDrive. Merci Iris, merci Alfred. On a bien compris que ces experts n'existent pas et sont issus de NotebookLM, une application dingue de Google qui vous résume les sujets de votre choix avec des PDF, des liens, des vidéos. Donc c'est assez sympa de les avoir. Donc Yoann, c'est assez incroyable comme fonctionnalité ce Gaia. C'est très innovant. Moi, je vois ça nulle part ailleurs. Les perspectives sont vraiment larges. Donc, on a une interface type ChatGPT dans laquelle on peut choisir les sets de données qu'on veut interroger. Ce n'est pas seulement des données de messagerie ou de Teams. On a aussi du SharePoint. On peut avoir tous les documents qu'on sauvegarde sur un système de fichiers. On appelle ça, la technologie, c'est du RAG, Retrieval Augmented Generation. Et ça veut dire que les informations qui sont redonnées par le système ne sont pas inventées. Donc on n'invente rien, ça met en lumière la pertinence, l'information pertinente. Donc est-ce qu'on a déjà des expériences clients à remonter en Europe et dans le monde, Yoann ? Alors, dans le monde, on a des déploiements qui sont cloud-based de cette solution Gaia qui tourne actuellement. Donc on a de très bons retours d'expérience par rapport à ça. On a un déploiement un peu plus récent qui est, lui, on-premise, qui adresse des besoins spécifiques de nos sociétés. Je pense à la Suisse, notamment, avec la souveraineté des données qui doivent rester ici. Donc, l'implémentation qu'on a mis en place chez ce client hollandais donne de bons résultats aujourd'hui pour un déploiement on-premise. Donc, ouais. Ça, c'est le on-premise, c'est demandé. C'est une très, très bonne nouvelle. À quoi peut servir un Gaia ? On a d'autres exemples, on a des exemples pertinents là à fournir. Alors, ce qui me vient à l'esprit, les principaux use cases qui intéressent les clients quand on en parle, on va trouver par exemple l'analyse de coûts. Donc identifier rapidement, tu le disais tout à l'heure, on n'est pas seulement sur du mail, mais tout ce qu'on peut adresser comme type de workload et le stocker en forme de fichier. On identifie rapidement les raisons, par exemple, d'une augmentation de dépenses dans une région spécifique en interrogeant directement les données pertinentes. Et le système, comme nous l'expliquaient nos amis virtuels, va remonter non seulement une recommandation à la base du LLM, mais avec des fichiers, des preuves de factures, par exemple, ou d'évidence. Excellent. Ouais, donc on va tout de suite, on interroge, on a les montants, on a les liens sur les factures. Donc ouais, c'est assez incroyable. D'autres exemples d'utilisation de Gaia ? Alors encore retour en Suisse et un exemple pertinent puisqu'on l'a présenté il n'y a pas très longtemps chez un client, la partie juridique, donc on se rapproche du e-discovery et à ce titre-là, l'accès rapide à des documents et des informations spécifiques nécessaires dans des cadres de legal case, d'interrogation juridique, avec là encore une réponse claire qu'on peut comprendre dans un langage classique, mais avec des documents à l'appui basés sur les données d'entreprise propres. Et je rappelle juste une petite chose, on parlait d'RBAC tout à l'heure, notre ami virtuel, on parle bien de RBAC avec une ségrégation des accès aux données qu'on doit et qu'on peut accéder seul. Ouais, effectivement, pas que l'administrateur de backup commence à fouiller les données des ressources humaines, des salaires, pour l'exemple. Peut-être un dernier cas d'usage ? On peut parler du support multilangue, donc typiquement une entreprise internationale qui va pouvoir utiliser cette solution dans des cadres de un utilisateur qui serait basé en Asie, qui doit pouvoir avoir accès à des documents qui sont dans d'autres langues avec une réponse qui sera commune et comprise par tout le monde. Ouais, ça c'est assez dingue. On peut aussi générer peut-être des documents de support en plusieurs langues. On peut alimenter sa base de données helpdesk. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et encore une fois dans un mode RAG.
sans inventer de nouvelles données. Donc, nos limites. ouais. Johan, je te remercie infiniment pour ta participation à cet épisode. On te retrouve bien entendu sur LinkedIn et on a ajouté le lien de ton profil dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à contacter Johan, à lui poser toutes les questions nécessaires et si vous voulez une démonstration, il se fera un plaisir aussi de vous recontacter. Le mot de la fin pour Johan? Mot de la fin, mon chef dit toujours « seeing is believing ». Et en effet, une démonstration, c'est ce qu'il y a de plus probant sur cette solution-là. C'est très facile à organiser et c'est bluffant. Donc, on est à disposition. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez nous écouter sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Patreon et LinkedIn sous forme de vidéo. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires et à ouvrir les discussions sur les différentes plateformes citées. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.